Au cœur de cet hôpital situé au centre de la France, nous allons tenter de comprendre la crise profonde que traverse notre système de santé. Classée numéro 1 mondial en l'an 2000, la France a depuis perdu sa place de leader. Les réformes se succèdent mais n'aboutissent pas. Un endettement qui se compte en milliards d'euros. L'avenir de notre système de santé est menacé. Aux USA, on pense que chacun se paye sa santé, comme on se paye sa sécurité. Bon, en France, on dit, non, au bas de l'échelle, on est soigné aussi bien que le président de la République. C'est une valeur, c'est pas une réalité, mais c'est une valeur. Alors, cette idée est remise en cause. Vieillissement des populations, explosion de maladies chroniques. Diabétique, hypertendu, hypertrophie de la prostate. Tous les systèmes de santé sont en crise. Pas un pays européen n'est épargné. Vous me le dites et je vous referai de la morphine. D'accord ? Si les antibiotiques ont sauvé le monde des maladies infectieuses dans les années 40, nous devons maintenant faire quelque chose pour nous sauver du diabète, des maladies pulmonaires chroniques, de l'hypertension, des maladies cardiaques, toutes ces maladies incurables qu'on peut contrôler mais qui nous fragilisent. L'émergence d'une médecine à deux vitesses, une pour les pauvres, une pour les riches, menace plus que jamais. En France, 8 millions de personnes renoncent à se faire soigner. La survie des systèmes de santé pour tous devient un des grands enjeux des batailles électorales, en France comme en Europe. Si l'on ne réforme pas le système, d'ici 5 ou 10 ans ou plus tard, les dépenses seront telles que l'on ne pourra plus le financer. Nous partons à la rencontre des médecins, économistes et patients qui, par leur expérience, tentent de relever le défi et de sauver nos systèmes de santé. En menant l'enquête, nous découvrons que les conséquences de cette crise globale obligent à réorganiser les hôpitaux, à transformer la relation entre médecins et patients, à redéfinir la maladie et la santé, à repenser notre rapport au corps et à la vie. Paris, Londres, Berlin, depuis 2000, pas une année sans que médecins et professionnels de santé descendent dans la rue et battent le pavé pour dénoncer les conditions de travail qui n'ont cessé de se dégrader. Dans toute l'Europe, l'explosion des dépenses de santé pousse les gouvernements vers d'importantes coupes budgétaires et à des vagues de privatisation. Die wichtigsten drei Probleme sind auf der, sage ich mal, Nous sommes face à trois problèmes majeurs. Premièrement, il y a de plus en plus de gens âgés à cause de la génération du baby-boom. Deuxièmement, les gens vivent plus longtemps. Et troisièmement, les progrès techniques de la médecine permettent aux gens de vivre plus longtemps avec une ou plusieurs maladies chroniques. C'est ce qu'on appelle la comorbidité. Pour comprendre le défi auquel nos systèmes de santé doivent faire face, remontons aux origines. 1945, fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'Europe est ruinée, traumatisée, en état de sidération après un déferlement de terreur d'une ampleur rarement égalée dans l'histoire de l'humanité. Des millions de morts et de réfugiés, des populations en proie à la malnutrition et aux maladies. Typhus, choléra, polio, les épidémies de maladies aiguës ravagent l'Europe. Pour faire face au chaos, la France, comme la plupart des pays européens, fonde et adopte des systèmes de santé pour tous. Les comptes ont pour rôle de garantir des moyens d'existence à tous les travailleurs qui se trouvent privés de ressources par suite de maladies, de maternité, d'invalidité ou de vieillesse. Elles couvrent pour partie la charge des enfants. Elles développent une large action sanitaire et sociale. Elles sont des instruments de solidarité.
les systèmes de santé solidaire prouvent rapidement leur efficacité. De 1945 aux années 2000, ils sont en pleine expansion. Plus d'hôpitaux, plus d'équipements, plus de médecins. Dans tous les pays européens où ils sont adoptés, les maladies aiguës régressent et les espérances de vie croient de 20 ans en un demi-siècle. En France, Angleterre, Allemagne, Suède, elles passent de 60 ans en 1950 à plus de 80 ans en l'an 2000. Revers de la médaille, alors que les espérances de vie grimpent, les dépenses de santé explosent. En France, 260 milliards d'euros en 2015, soit plus de 11% du produit intérieur brut. On vit de plus en plus longtemps, mais avec des maladies qui durent, elles aussi, de plus en plus longtemps. Ce sont des maladies chroniques évolutives. Ce n'est pas des maladies chroniques stables, c'est-à-dire qu'arrivent d'autres complications, de tension, de cholestérol, de diabète, de cancer. Bon. Donc l'augmentation de ces maladies chroniques, les 17 millions, utilise 60% du budget de la santé actuellement. Hein, et ça ne peut que augmenter. En France, les maladies chroniques touchaient 3,7 millions de personnes en 1994. 17 millions aujourd'hui. Un Européen sur 5 souffre d'une ou de plusieurs maladies chroniques. D'après les estimations de l'OMS, ils seront 1 sur 3 en 2025. Autre fait marquant, les personnes atteintes de maladies chroniques sont de plus en plus jeunes. Un tiers a moins de 60 ans. Je suis tombée malade à 18 ans. Donc je pense que je me suis rendu compte de rien, clairement, avec toute une naïveté, pas du tout consciente des enjeux, qui n'étaient pas géniaux d'ailleurs. Et voilà, ça c'était le démarrage. J'ai découvert une leucémie un peu complexe. Et je ne savais pas ce que ça voulait dire nécessairement. Donc je me suis laissée faire totalement. J'avais plus de ressources, donc à partir de là, c'était facile de m'offrir en fait à ce qui était possible. Je suis rentrée à l'hôpital. Je suis restée 1 mois et demi d'entrée de jeu pour tout un protocole de chimio, etc. Puis une autre chimio. Pour des greffes qui n'ont pas fonctionné, puis une autre chimio encore, enfin bref, toute cette chose-là. Le cancer, une maladie aiguë devenue chronique. L'Organisation mondiale de la santé prévoit une augmentation de 70% du nombre de nouveaux cas au cours des 2 prochaines décennies. À Nevers, le service d'hospitalisation de jour ne désemplit pas. Grâce aux nouveaux traitements, les cas de rémission sont courants. Nous pouvons aujourd'hui espérer continuer à vivre avec un cancer, souvent pendant des années. Mais pour quelle qualité de vie et à quel prix? Entrez. Monsieur Gorjard, allongez-vous, asseyez-vous. Donc nous, on ne s'est pas vu depuis un petit bout de temps. Parce que les plaquettes, soit les globules blancs n'allaient pas, n'est-ce pas? Alors, c'est un petit peu normal, je vais vous dire pourquoi. On est à la 10e cycle, donc ça commence à faire. Et la moelle, eh ben, elle a un petit peu de mal. La moelle, c'est l'usine qui fabrique les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. Et forcément, elle a un petit peu de mal à les fabriquer, à les faire sortir, parce que la chimio, elle se répète tous les 15 jours. Par contre, là, j'ai mal, là. Dans la bouche? Là, ça me faisait mal aux articulations, là. D'accord. Ouais. Donc, je pense que... C'est nouveau, là, ça. Ça me fait mal, ouais. C'est pas, il y a pas longtemps. Pourtant, vous n'avez pas de médicaments qui peuvent provoquer des douleurs de la mâchoire, ni quoi que ce soit. Des thérapies épuisantes aux effets secondaires complexes et difficiles à supporter. Les patients reçoivent 1, 2, voire 3 lignes de chimiothérapie. Si les métastases continuent à se multiplier, d'autres molécules peuvent être utilisées pour une chimiothérapie de la dernière chance. On parle alors de chimiothérapie non pas curative, mais palliative. Son objectif est de maintenir l'espoir,
des traitements à l'issue incertaine que nous ne choisirions peut-être pas tous de suivre. Ça nous arrive, bien sûr, de faire de la chimiothérapie palliative. Ouais. Après, c'est aussi, j'allais dire, c'est très, très personnel. Ça dépend vraiment de la personne. Si vous avez une personne qui est volontaire et qui se dit « je vais m'en sortir » et qui, jusqu'au bout, y croit, bah, vous ne pouvez pas ne rien lui faire, quoi. Après, s'il faut se poser la question, quand ça ne marche pas, d'arrêter quand même assez rapidement et pas de faire des choses qui ne pourraient rien apporter aux patients et qui vont coûter très cher aussi. Hein. C'est 7 000 € les 2 injections, je crois. 6 ou 7 000 € les 2 injections. Alors que les populations vieillissent et que les cancers touchent des personnes de plus en plus jeunes, les durées de traitement s'allongent et leurs coûts ne cessent d'augmenter. De nouveaux médicaments qui arrivent sur le cancer autre sont à 50 000 €, 100 000 €. Cette logique, qui est une logique purement commerciale. Comme tout est opaque, comme vous ne savez pas quel est le coût réel, comme en même temps on vous dit c'est bien parce que ça fait du business. Si ça fait du business, et si c'est une entreprise française, il n'y a pas tant que ça, allons-y. En France, le contrôle des lobbies peine à se mettre en place. En Allemagne, par contre, le 14 avril 2016, le Parlement adopte une loi anticorruption qui condamne à 5 ans de prison tout conflit d'intérêts alliant pratique médicale et intérêt industriel. Objectif, interdire à terme les études qui ne servent pas la science et les patients, mais uniquement la commercialisation de nouveaux médicaments toujours plus chers. La façon dont les recherches sont réalisées ne nous permet pas vraiment d'évaluer l'efficacité de ces médicaments. C'est malheureux à dire, mais ils sont souvent prescrits au cas désespéré. Des études menées aux États-Unis montrent pourtant qu'il y a souvent une meilleure qualité de vie et même une meilleure espérance de vie pour les patients atteints de cancer métastatique s'ils renoncent à prendre ces médicaments. Ils ne reçoivent alors plus que des soins palliatifs antidouleurs et gagnent certainement en qualité de vie. On dépense souvent beaucoup trop d'argent dans des combinaisons de traitements sans que le patient n'en tire un quelconque bénéfice. Donc 2 ml. Chimiothérapie ou soins palliatifs. Maintenir les traitements même lorsque les effets secondaires supplantent les effets bénéfiques ou tout arrêter. Continuer les soins pour maintenir un espoir même illusoire malgré les souffrances ou accepter sa fin de vie. C'est vrai que c'est pas évident. Ce que je dis, il y a des chimiothérapies qui ne guérissent pas, au vrai sens du terme, mais qui maintiennent un certain état. Voilà. Le problème, c'est quand les effets secondaires deviennent supérieurs aux effets bénéfiques. Voilà. C'est sûr que si on a des chimiothérapies toutes les 3 semaines, que vous restez couché 15 jours, que vous avez 3 jours de bien, dès que vous êtes bien, vous reprenez la chimio, c'est sûr que... Puis, il y a des gens qui ont fait leur vie. Vous allez le voir tout à l'heure avec le monsieur. Il a fait sa vie, même s'il a 62 ans, lui, ça lui va. Des décisions qui ne peuvent être prises que par le patient lui-même. Faut-il encore qu'il soit totalement informé des conséquences du traitement et qu'il puisse discuter de son interruption. Avec l'aide de son médecin, Jean-Pierre, lui, a fait son choix. Comment ça va ce matin? Eh ben, ça va. Ça va. Je n'ai pas trop mal dormi, bien que, malgré le médoc, encore à 2 heures. Jean-Pierre a cessé tout traitement. Il a choisi de gérer sa fin de vie et de soulager ses souffrances avec l'aide de l'équipe médicale du service de soins palliatifs de l'hôpital de Nevers. La morphine, vous en avez 3 fois par jour. Ouais. Ça va. Ouais, pour l'instant, ça me va. Bon, on reste comme ça. Non, parce que je ne souffre pas, en fait. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est que pour la douleur, mais en tout cas, non, ça me va. D'accord. On fait comme ça? Ok. Et puis, je repasserai, de toute façon. D'accord. Ça devient difficile et je ne regrette pas de m'en aller avant d'avoir plus de complications. Parce qu'effectivement, quand on arrive à un certain âge, bien sûr on vit plus vieux, mais des fois dans des conditions, c'est
pas toujours très cool d'être vieux. Malgré la médecine et tous les progrès, il y a des fois des situations, c'est pas gégène. Mais non, moi j'ai pas de regrets et j'ai pas de soucis. Et je suis serein. Ouais. Ouais. En 2004, les traitements contre le cancer représentaient mondialement 24 milliards de dollars. En 2008, 40 milliards. En 2014, 80 milliards. Une facture exponentielle qui menace de faire littéralement exploser tous les systèmes de santé. Ma colère, si je devais en avoir une, ça serait sur cette incapacité du système à s'auto-évaluer et à tirer des leçons de son obésité. Nous prescrivons trop de médicaments, en particulier des médicaments peu utiles, voire inutiles, dans une espèce de jeu de dupes où l'industrie veut qu'on consomme, où le médecin prescrit, où le malade prend. Le médecin disant « Ah, mais c'est le malade qui me l'a demandé », le malade disant « Ah, mais c'est le médecin qui me l'a prescrit », et ce système s'auto-alimente et sans qu'à aucun moment on dise « Réfléchissons, posons-nous ». Je devais recevoir une greffe de cordon ombilical pour régénérer des cellules de moelle osseuse que j'ai refusé. Et j'ai refusé parce que je sentais que c'était plus ce qui me convenait, que je n'étais plus vraiment en accord avec tout ce que ça pouvait représenter pour moi dans ma vie à ce moment-là, et j'ai décidé de m'en aller. Je pense que j'étais dans un système de pensée qui accompagnait mal, en fait, le protocole médical. Et par rapport à ça, je pense que j'étais dans un principe de destruction personnelle, de moi à moi, dans cette cellule médicale-là. Il y a eu un moment où je me suis dit, je peux pas, parce que de toutes les façons, je n'aide pas, personnellement. Donc à partir de là, il n'y a rien qui pourra fonctionner correctement. Donc je suis partie parce que ça matchait plus, en fait. Ça ne marchait plus. Allô? Allô? Comment peut-on vous aider, monsieur? Dites-moi. J'ai la crève. Oui? J'ai pris des cachets. Et puis, ça me pique partout dans la bouche. On va vous envoyer des secours, monsieur. Jusqu'à présent, qu'avez-vous eu comme problème de santé? Est-ce que vous avez de l'hypertension, du diabète? Aucun. La consommation de médicaments croît d'année en année pour les cancers, mais aussi pour les autres pathologies. La France est devenue un des plus grands consommateurs de médicaments en Europe, derrière l'Allemagne et la Belgique. 14 millions d'ordonnances prescrites comportent plus de 10 médicaments. La facture est lourde. Et comble de l'absurde, cette surconsommation provoque des maladies et même des décès. Un phénomène dont sont souvent victimes les personnes âgées qui souffrent simultanément de plusieurs maladies chroniques. C'est ce qu'on appelle la iatrogénie, c'est-à-dire qu'on crée des pathologies en donnant ces médicaments qui finalement entraînent des effets secondaires. Oh là là, j'ai bien dormi cette nuit. Bon, c'est déjà ça. Vous allez me redonner quelque chose ce soir? Oui, pour dormir? Il n'y a pas de souci, on vous donnera ce qu'il faut pour vous aider à vous détendre avant de dormir. C'est long, c'est long. Une majorité de personnes âgées prend un traitement antidépresseur ou anxiolytique et on essaie de voir si vraiment il y a une justification à ce traitement. Hein. Mais ils sont très accrochés. Donc après, c'est une longue démarche, beaucoup de paroles qui doivent être reliées à domicile par le médecin traitant, par la famille, pour essayer de les sevrer en psychotrope. Mais il faut toujours bien penser que c'est le médecin traitant qui doit faire la synthèse de toutes les problématiques et en particulier doit vérifier les ordonnances pour s'assurer qu'il n'y ait pas de médicaments inutiles de donner et dangereux même pour les gens âgés.
Vous êtes triste, hein? Je sais pas pleurer. Une étude menée dans 11 hôpitaux montre qu'en un jour, un tiers des admissions est la conséquence de maladies liées à la prise de médicaments. Il y a encore aujourd'hui, par le surusage des benzodiazépines, par l'usage inadapté des anticoagulants, par l'usage abusif des anti-inflammatoires, des milliers de malades qui ont des effets indésirables, qui sont tout à fait acceptables. C'est le risque d'un traitement lorsque la prescription était légitime, et qui sont inacceptables quand la prescription ne l'était pas. Et là, on retombe sur la nécessité d'avoir des médecins compétents et qui le restent, et donc qui soient en formation continue, contrôlés et qui aient des référentiels. Le médecin généraliste devient le maillon indispensable pour le suivi des maladies chroniques et de leur traitement. Mais au cœur de la Nièvre, comme ailleurs en France, ils se font rares, parfois même très rares. Les médecins ne se déplacent plus. Alors quand nous vieillissons, point d'interrogation. Il faut au moins qu'il y ait un médecin pour 1500, 1600 habitants, au moins un. Sinon, ça va être le désert total dans quelques années. Hein. Il faut une petite semaine pour avoir un rendez-vous, même ici. Hein. En 2016, la Nièvre est devenue le premier désert médical de France. Oui, c'est 25 à 35. Quoi. Là, en épidémie, oui, il y a des jours où c'est 35. Quoi. L'agenda du docteur Brosset déborde. Comme de plus en plus de médecins, il ne consacre qu'un quart d'heure par patient. Une surcharge de travail qui ne lui permet plus d'avoir un temps d'écoute suffisant pour exercer sa vocation de médecin de famille. Ok. Bon, tu t'assois, je te prends attention. Ici, quand j'ai commencé, on était 4 médecins. On a été 5 au bout de 5 ans. On était 5 médecins. À l'heure actuelle, nous ne sommes plus que 3. On a eu 2 ou 3 collègues qui sont décédés brutalement. Hein, voilà, qui font que... on se dit, de toute façon, il faut quand même pas... faut un peu lâcher, parce que voilà, on n'a pas vu que ça nous arrive à nous. Il y a des moments, la salle d'attente est tellement en pleine que je suis obligé de dire aux gens, bah non, soit je vous vois demain, soit bah voilà, je peux essayer de voir avec mes autres collègues, parce que moi, ça va pas être possible. Parce qu'on peut pas non plus... voilà. Si on dit oui tout le temps, c'est... Voilà. C'est compliqué. Les déserts médicaux s'étendent, mais pas partout. Sont particulièrement touchées les régions rurales, le nord de la France, le Massif central, la Bourgogne-Franche-Comté, où le département de la Nièvre détient depuis 2016 le record national d'un médecin généraliste pour 1000 habitants. Sont épargnées les régions de mer et de montagne, comme la Provence, les Alpes, l'Aquitaine. Dans les centres urbains, ce sont les banlieues populaires qui perdent leurs médecins. En Île-de-France, la Seine-Saint-Denis avoisine le record de la Nièvre. La Seine-Saint-Denis, où l'espérance de vie est de 2 ans inférieure à celle du centre de Paris. En superposant les cartes des espérances de vie et celles des déserts médicaux, on réalise qu'elles coïncident. On vit moins longtemps en bonne santé dans les déserts médicaux, où habitent souvent les populations les plus défavorisées. Nous sommes un des pays où il y a le plus de médecins par habitant. Sauf que c'est une moyenne. Et cette moyenne ne représente rien, puisqu'en fait, on a soit beaucoup de médecins par habitant, soit très peu de médecins par habitant. Là où il y a du soleil, des personnes âgées suffisamment riches, vous allez trouver beaucoup de médecins. Parce que si elles sont âgées, elles vont être malades. Si elles sont riches, vous pouvez faire du déplacement horaire. Et s'il y a du soleil ou des beaux quartiers, vous savez que c'est là qu'on va trouver les choses. Donc on trouve beaucoup de médecins dans le 8e arrondissement, dans le 16e arrondissement, à Grasse, Nice et Monaco. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit bien que les mécanismes de marché ne fonctionnent pas du tout là-dessus, puisque normalement, si vous avez beaucoup d'offres, beaucoup de médecins, les prix devraient baisser. Non, les prix sont très élevés, vous avez du dépassement d'honoraires parce que les gens sont prêts, quand ils ont de l'argent, ils sont prêts à payer n'importe quel prix pour la santé. La santé n'a pas de prix tant qu'on a de l'argent. Le diabète, maladie chronique qui connaît une des plus fortes progressions dans le monde. Le nombre de cas a triplé en 20 ans.
la maladie touche en priorité les milieux les plus défavorisés et bien évidemment les régions où il y a le moins de médecins. La Nièvre n'est pas épargnée. Vous avez reçu une lettre de la sécurité sociale ? Donc diabète depuis 2014. Voilà, c'est assez récent. Ils ont été Dr Chapuis qui nous soigne. Donc 2013, la dernière fois que vous avez vu un ophtalmologiste. Oui, donc je le vois à peu près tous les 2-3 ans. Okay. Voilà. Quand on laisse évoluer ce qui se passe au fond d'œil dû au diabète, ça peut aboutir à la cécité. C'est-à-dire que d'un coup, un jour, votre vue stoppe parce que les choses avancent. Alors, on va faire des photos du fond de l'œil. Vous allez venir appuyer le menton ici. Ok, vous fermez les yeux. Vous les gardez fermés. Vous me la fixez, vous ouvrez bien. Ok. En France, 3 millions de personnes souffrent de diabète, un chiffre qui a doublé en 20 ans. Mais on évalue aussi à 1 million le nombre de diabétiques qui s'ignorent. Or, les conséquences sont particulièrement dramatiques si la maladie n'est pas rapidement détectée. Voilà, donc là, c'est un patient qui est diabétique. Là, vous avez le nerf optique, là, les vaisseaux, et vous avez plein d'hémorragies. Donc, en fait, cette patiente, elle présente une rétinopathie diabétique sévère. Si on laisse évoluer les choses, le risque d'œdème maculaire chez cette patiente et donc d'évolution vers une perte de la vision, une cécité, c'est vraiment très important. C'est de l'ordre de 50% à un délai très court. Elle va passer de 10 dixièmes à 5, à 4, à 3, à 2, à 1 en 2 ans. Alors qu'on peut bloquer ça. Je vous approche au maximum. Je vais vous régler tout ça. Vous n'avez jamais fait le dépistage là? Non. Et vous êtes diabétique depuis 75? Oui. Les autres conséquences du diabète sont tout aussi invalidantes. À partir de 10 années de développement, la maladie peut entraîner une impuissance sexuelle, des infections cutanées, la détérioration du système sanguin et nerveux qui provoque plaies, abcès, gangrène aux pieds et amputation. Sa détection est d'autant plus importante qu'elle touche des personnes de plus en plus jeunes. Attention, un petit peu élevé à gauche. Le dépistage, c'est un investissement qui est un investissement rentable parce qu'à partir du moment où vous évitez une complication qui va avoir des conséquences sociétales beaucoup plus importantes, c'est rentable mais sans aucun problème. Vous allez garder dans la société quelqu'un qui est autonome. Alors que si vous avez quelqu'un qui, par exemple, est dans un état de cécité, il a besoin de quelqu'un d'une aide pour entretenir sa maison, pour aller chez le médecin, pour aller faire ses courses. Et ça coûte aussi à la société. La prise en charge annuelle du diabète est estimée à 600 milliards d'euros dans le monde. En 1995, 135 millions de personnes souffraient de diabète, 422 millions de personnes en 2016. Après avoir frappé en priorité les USA et l'Europe, l'épidémie arrive en Inde, en Chine, en Afrique. Son expansion est directement liée à la progression de l'obésité qui, en Europe, concerne dans certains pays 1 personne sur 4. Les maladies devenues les plus courantes sont celles qu'on appelle les maladies de civilisation. Elles sont en grande partie provoquées par le fait que notre biologie, votre biologie, ma biologie, est très ancienne. Nos cellules fonctionnent toujours plus ou moins de la même manière qu'il y a 3,5 millions d'années, quand la vie a commencé sur Terre. À cette époque, survivre dépendait de notre possibilité à trouver de la nourriture pour permettre au corps de fonctionner. De nos jours, nous avons trop de nourriture, trop de sucre, trop de graisse. L'obésité est devenue un important problème de l'époque moderne. Nous passons notre temps assis, comme au bureau, et peu de gens doivent travailler dur physiquement pour gagner leur vie. Notre corps n'est pas adapté à la civilisation moderne.
Cette contradiction entre notre ancienne biologie, fruit de l'évolution, et notre vie moderne, provoque les maladies de civilisation. Pollution, alimentation, sédentarité. Plus aucun pays n'est épargné par les maladies de civilisation. Les progrès de la vie moderne nous ont apporté abondance, loisirs et confort, mais sont aussi à l'origine des épidémies qui menacent nos systèmes de santé solidaires. Pour survivre, ils doivent se réformer et s'adapter. Mais comment? Dans quelle direction? Quelles sont les expériences menées en Europe qui permettent de repenser le système de santé de demain afin qu'il puisse continuer à soigner tout le monde? Liverpool, la grande ville industrielle du nord de l'Angleterre. La ville où la NHS, le National Health Service, le système de santé solidaire britannique, est née, comme en France après-guerre, en réponse à la barbarie. La ville détient les records de chômage et de pauvreté. Depuis 2000, elle flirte aussi avec les records européens de cancer, d'obésité et de diabète. À la maison de santé de Vauxhall, quartier populaire de Liverpool, travaillent en équipe 5 généralistes, 4 infirmières, 2 psychologues, 2 kinés, une diététicienne. Mais les temps d'attente pour obtenir un lit d'hôpital ou un rendez-vous avec un médecin s'allongent. Les demandes de consultation ont augmenté de 15% en 3 ans. Face au défi des maladies chroniques, le système anglais cherche à se réformer et se tourne vers ses médecins généralistes. Il est certain qu'on ne doit pas séparer les services de santé des services sociaux. L'une des erreurs commises lorsque le service national de santé a été fondé, ça a été de laisser les services sociaux de côté, considérés trop compliqués à gérer et trop chers. Ces 2 services sont en fait intimement liés et dépendent tellement l'un de l'autre qu'il serait totalement incongru de les maintenir séparés. En Angleterre, le médecin généraliste a toujours été le pivot du système. Chaque patient a son médecin traitant qui le suit dans toutes ses démarches médicales. So we did lots of blood tests on you, and some of them have come back normal, and some of them are not so normal. So we just need to sort of run through them. Une pratique sur laquelle s'appuie la NHS pour s'adapter aux maladies chroniques. Un patient atteint du diabète n'est souvent pas très intéressé de connaître son taux exact de HbA1c. Ce qui l'intéresse surtout, c'est de savoir s'il est capable de marcher jusqu'au magasin. Moi, je sais que si leur taux d'HbA1c n'est pas stabilisé, ils auront des problèmes vasculaires et des douleurs aux jambes qui les empêcheront de marcher jusqu'au magasin. Une partie de la solution réside dans la prise de médicaments et les conseils médicaux, mais il faut aussi améliorer leur mobilité par un meilleur éclairage dans la rue, des escaliers plus faciles à descendre, une voiture plus haute. Je préfère dépenser plus d'argent sur des pistes cyclables et sur de l'aide sociale que sur des médicaments. In Liverpool, many of us suffer from ill health compared to other people in other parts of the country. Our health system wasn't designed to deal with the problems we face today. Better treatments mean we're living longer. Liverpool Ville Saine, un programme lancé depuis 2013 par la NHS et la municipalité de Liverpool, dont un des principaux objectifs est de coordonner les services de santé et les services sociaux. Healthy Liverpool is our plan for transforming the city's health and health services. Yeah, okay, we'll be over in about 2 or 3 minutes then. Okay. Le programme met en place des visites gratuites à domicile. Tous les 6 mois, les médecins traitants se rendent chez leurs patients. Thank you. Okey-doke, let's have a little look. Le docteur Rachel est aujourd'hui accompagné d'une infirmière qui continuera à suivre les traitements et à coordonner les équipes médicales. So that's your aspirin one a day with that one. Okay. And this one is also for the Parkinson's. This is the newer one, isn't it? Objectif, accompagner les patients afin qu'ils puissent rester autonomes aussi longtemps que possible. So it's the dosage. Okay, I will double check on that one. Nous parvenons à maintenir beaucoup de patients en dehors de l'hôpital. 85% des actes de soins de la NHS concernent des soins primaires. Ça représente donc une énorme partie du travail, qui mobilise environ 7% du budget global de la NHS. On se rend compte à quel point cette pratique d'un modèle basé sur le rôle du médecin généraliste permet de réduire les dépenses.
Pour bien comprendre les enjeux, comparons le parcours de soins d'un Anglais à celui d'un Français. Premier pas du patient français, appelez le 15 ou SOS médecin. Lorsque le patient anglais se sent malade, il prend du paracétamol, se met au lit et dort. Il sait que dans un premier temps, il n'est pas bienvenu chez son médecin. Si le mal persiste, l'Anglais se rend chez son GP, à la maison de santé de son quartier. Il ne paye rien, mais il n'a pas le choix. Il ne peut se rendre que chez son médecin traitant. Le patient français, un des seuls Européens à payer encore son médecin de main à la main, est lui libre de choisir. Il peut se rendre chez son médecin traitant, ou chez tout autre généraliste, ou chez un spécialiste, ou même chez plusieurs spécialistes dans la même journée s'il le souhaite. En Angleterre, par contre, le GP est aussi le gatekeeper, le médecin aiguilleur. C'est lui qui décide d'envoyer ou pas le malade consulter un spécialiste. Il décide de la nécessité ou pas d'une hospitalisation et choisit l'hôpital avec son patient, mais les temps d'attente peuvent être longs. Le patient français peut lui se rendre directement à l'hôpital de son choix, même pour une maladie bénigne. Une liberté qui a un prix. Les urgences. Ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par an. Temps d'attente de 3 à 10 heures. Non, mais c'est pas... Moi, j'ai de la chance, je suis arrivé à 9h, je suis déjà passé à la... Moi, je suis arrivée à 6h, il est 11h. Et j'attends toujours, sans savoir à quelle heure on risque d'être pris. Non, mais c'est pas... Il faut prendre son mal en patience et c'est tout. On n'a pas le choix. Avec 200 patients en moyenne par jour, les urgences de Nevers saturent, comme pratiquement toutes les urgences de France, où la fréquentation est passée en une décennie de 14 millions à 18 millions par an. Je vais l'appeler tout de suite. Excusez. Pour les urgentistes, les journées de 24 heures de travail d'affilée et les semaines de 70 heures sont fréquentes. Les médecins, les infirmiers, toutes les équipes de soignants sont saturées et sans cesse à la limite du burn-out. Parce qu'il n'y a pas de place ni part. Hein. Moi, je n'ai pas de place ni part. Je fais quoi? Je fais rentrer chez lui et je reviens demain matin ou comment on fait? Où commence et où finit la liberté de choix? Face aux hôpitaux engorgés, ne faudrait-il pas rendre les urgences aux urgences? Soulager les hôpitaux des pathologies moins graves pouvant être prises en charge par les médecins généralistes? Il y a des urgences vraies. On a entre 7 et 10%, ça dépend du secteur. Par contre, les urgences relatives, les urgences ressenties, et ça, cette activité qui est déléguée au service des urgences, on a plus en plus. C'est-à-dire les gens qui se retrouvent dans la rue parce qu'ils ont un problème quelconque, il faut ramener à l'hôpital pour gérer le problème. Les personnes âgées, les grands-parents, j'ai des difficultés à garder mes grands-parents, je ramène à l'hôpital. Cette médicalisation de la société qui est, heureusement ou malheureusement, c'est des choses positives et négatives, que le service des urgences, il ne peut pas le dire non. C'est un service public, notre rôle c'est un service public, on doit recevoir tout le monde. Bonjour monsieur. C'est quoi ce monsieur? C'est pour une douleur abdos. D'accord. Depuis quand vous avez mal, monsieur? Depuis midi, moi, vous n'avez pas vu votre médecin traitant? Comment? Il n'est pas là, le médecin traitant, toute une semaine. Et il est tout seul dans son cabinet? Vous n'avez pas essayé de voir quelqu'un d'autre? Qui vous avait dit? On va voir. Mais... Vous allez patienter, on va vous accueillir. D'accord? Donc c'est un monsieur qui vient pour une douleur abdominale, avec c'est un facteur de risque depuis quelques jours, une douleur en barre. Voilà. D'accord. Mon collègue il va passer vous voir monsieur, il va examiner, et je passe après voir avec lui. Yvan va bénéficier d'une visite médicale et d'un bilan complet réalisé en urgence pour une simple gastro-entérite. Il repartira 4 heures plus tard avec une ordonnance pour des médicaments contre la diarrhée et les nausées, du paracétamol et un arrêt de travail de 2 jours. Chez son médecin traitant, il aurait payé 25 €, dont 17 remboursés. Aux urgences, il n'a rien à payer, mais son passage sera facturé par l'hôpital autour de 200 € à la sécurité sociale. Bon retour.
Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors 4 heures d'attente, mais... Pour une bonne nouvelle, donc ça va. Puis un bon bilan quand même. Oui. 48 heures de repos et puis après c'est reparti. La vie quotidienne en retour. Merci bien. Bonne route. Au revoir. Au moins un quart des passages aux urgences n'est pas une urgence médicale. Une économie possible estimée à 3 milliards d'euros. La multiplication d'actes inutiles actuellement, c'est effrayant. En gros, tout le monde est d'accord pour dire que 20-25% des prescriptions médicales n'ont pas de justification. Hein? Je vous disais, moi j'ai vu là, 4 de jour, IRM, grand bilan, pour rien. On réglait ça en consultation. 110 000 médecins hospitaliers d'un côté, 110 000 médecins de ville de l'autre. Ils ont le plus grand mal à se coordonner et travailler ensemble. Si les patients peuvent se rendre gratuitement aux urgences, ils n'ont pas encore la possibilité de consulter leur médecin sans payer à chaque visite. Or, la plupart des grands syndicats de médecins descendent dans la rue à chaque projet de réforme proposant le tiers payant. Sur les 8 millions de Français qui, faute de revenus, renoncent aux soins, combien attendent pour se rendre à l'hôpital afin de ne pas avoir à avancer des frais? Combien courent le risque de voir leur pathologie se transformer en maladie plus grave, voire chronique? Le grand problème du système de santé, c'est construire un service public de la médecine de proximité, où les gens travaillent de manière intégrée. Alors, beaucoup veulent garder un statut libéral, on peut les comprendre, pour garder la main sur leur outil. Mais ce n'est pas le paiement à l'acte. Hein, voire à 23 € ou à 25 €, comme ils demandent maintenant, ou à 28 € ou à 30 €, c'est toujours aussi stupide pour la maladie chronique. Hein. Les diabétiques sont vus en France 9 fois par an par leur médecin. Mais il y a la moitié qui n'a pas besoin d'être vue 9 fois par an. Puis d'autres, il faut les voir plus longtemps, simplement. Si vous êtes payé 23 €, vous ne pouvez pas faire ça. Hein. Donc vous faites revenir tous les mois pour faire l'ordonnance. Et puis vous voyez le patient 15 minutes. Bon. Alors que vous pouvez le voir, vaut mieux le voir tous les 6 mois, 1 heure, ou tous les ans pour ceux qui vont bien, voilà, et avoir un forfait. Seule une meilleure collaboration entre médecine libérale et hospitalière permettrait la mise en place d'un système de santé mieux adapté au suivi et à la prévention des maladies chroniques. Des paiements au forfait plutôt qu'à l'acte, et pour les plus défavorisés, une prise en charge totale des frais de visite chez les médecins, comme c'est le cas dans pratiquement toute l'Europe, en permettant aux médecins généralistes de travailler en équipe, de déléguer des tâches aux infirmières et aux travailleurs sociaux, de faciliter la communication avec les hôpitaux. Les maisons de santé font partie de la solution. Mais les mentalités sont difficiles à changer. À Nevers, 2 maisons de santé ont bien vu le jour, mais il a fallu 6 ans de négociations pour que débutent les travaux d'une maison de santé destinée aux spécialistes. La technocratie en France est très 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 lourde. Hein, donc, c'est un peu provocateur ce que je dis, mais c'est quand même ça, quoi. On a l'impression des fois qu'il va falloir déplacer une montagne pour obtenir pas grand-chose, quoi. Le problème, c'est que c'est pas nous qui cloisonnons les choses, c'est l'administration qui les cloisonne avec l'hôpital et son mode de financement, avec les libéraux. Il y a un mode de financement différent et qu'on veut encore différent maintenant dans l'exercice coordonné. Enfin bon, je veux dire, il faut aussi nous écouter. On a des idées, on a des propositions. Et nos idées, nos propositions ne vont pas dans le sens d'une concurrence, elles vont dans le sens d'une coopération. La Suède. Son système de santé, un des plus anciens d'Europe, est comme en Angleterre centré autour des médecins généralistes. Tous salariés, ils travaillent en équipe dans des dispensaires, d'où ils gèrent toutes les demandes d'hospitalisation. Mais aujourd'hui, les hôpitaux saturent, débordés par l'afflux de personnes âgées. Les temps d'attente s'éternisent. Pour tenter de maintenir les personnes âgées chez elles aussi longtemps que possible, le système suédois se tourne vers les nouvelles technologies. Det är Cedric Arrivé. Hej, läkare på vårdcentralen. Le docteur Cédric Arrivé, jeune généraliste français, dirige depuis 3 ans l'équipe d'une 50aine de personnes de la maison de santé de Nyköping.
Ce matin, il teste un nouveau système de téléconsultation qui lui permet de suivre ses patients, parfois très isolés, avec simplement une infirmière à domicile. Une patiente âgée souffre d'un diabète à un stade évolué. Elle ne peut plus se déplacer. Sans ce dispositif, elle serait hospitalisée. Okej. Mycket bra. Okej. Nej, jag bara märker när jag ser henne att hematomet, blåmärke, har minskat runt ögonen. Det är mycket finare. Hör du det där? Ja, då, det är borta nu. Jag ser inte ut som en panda längre. Underbart. Underbart, jättefin. En Suède, il n'existe plus ce statut très hiérarchique entre le patient et le médecin. Le but, en fait, c'est qu'on soit au même niveau et qu'on ne soit pas infantilisant. Il faut responsabiliser le patient et qu'il soit actif dans les soins. Hej då, tack. Hej då. Jag hörde det. Donc c'est un gain de temps aussi d'avoir le patient à distance sur un écran et en même temps avoir son dossier sur un autre écran. S'il peut consulter à distance, c'est aussi grâce au dossier médical personnel. Grâce à celui-ci, il peut suivre les pathologies de chacun de ses patients et à tout moment consulter leur historique. À chaque consultation, il écrit ses conclusions et les rend disponibles à tous les acteurs de santé qui soignent le patient. Il suit les traitements, consulte les résultats d'analyse biologique, en demande d'autres, correspond avec ses collègues et avec les services hospitaliers. Il a une vision sans cesse mise à jour de leurs pathologies souvent multiples et complexes. Et puis c'est également des économies énormes. On sait ce qui a été fait comme examen complémentaire, on n'a pas besoin de les refaire. Donc c'est une effectivisation du système de santé. Vilken blir bäst att visa? Un médecin et une infirmière qui accèdent à un dossier médical sans avoir un lien de soins avec le patient est puni. Ouais, c'est une faute professionnelle. En France, l'adoption du DMP, le dossier médical personnel, a bien été annoncée tambour battant en 2004 par Philippe Douste-Blazy, ministre de la Santé, puis par son successeur Xavier Bertrand. Je voudrais dire que le dossier médical personnel va vite montrer son utilité aux Français. 12 ans plus tard, il ne fonctionne toujours pas et il a déjà coûté la modique somme d'1 demi-milliard d'euros. C'est étonnant de voir comment les pharmaciens ont réussi à faire un dossier pharmaceutique et qu'on ne puisse pas avoir la même chose au niveau médical. Là encore, protectionnisme, conservatisme, corporatisme, alors que finalement, par exemple, à l'hôpital, on a été un peu obligé de mettre les comptes rendus d'hospitalisation et le résultat des examens complémentaires dans cet ordinateur terrifiant, mais qui est aussi utile. Eh ben, moi, je peux, devant un malade qui avait été hospitalisé 2 ans auparavant dans un autre service, récupérer le compte rendu d'hospitalisation. Et c'est, en termes de synthèse et de qualité, c'est indispensable. 1, 2, 3. Patient is 43 years old, found lying unconscious in a pool of blood. No visible signs of injury. She's breathing but has low blood pressure, tachycardia of 110, fever of 38.5. Those symptoms sound like a bleed or a head trauma. Let's get a CT scan set up so we can do a head check. Whoa, hang on a minute. And you are? Hiya, Dr. Bowers, Healthy Liverpool programme. I think we could save you some valuable time. Yes, of course, that could be helpful. If you had this patient's entire medical record available to you right now, you see that she has epilepsy and she attends review at the Walton Centre. So it could actually be a seizure. Thanks. L'Angleterre prend aussi de l'avance sur la France. Financé par la NHS, ce clip diffusé dans tous les médias explique au plus grand nombre les avantages du DMP. Nous sommes en train de créer un système de dossier médical unique informatisé qui pourra être partagé par tous ceux qui en ont besoin, incluant les travailleurs sociaux, les enseignants ou même les pompiers. Nous faisons tout cela en garantissant la totale sécurité et confidentialité des données. Easy, Tiger.
Dr. Bowers, I'm afraid a gastroscopy is essential given Mrs. Green's condition. I agree completely. However, if you had access to her medical record immediately, you'd see that she takes warfarin tablets, which thin the blood. Extremely helpful, Dr. Bowers. Thank you. We could have been in for a nasty Objectif de l'adoption par tous du dossier médical personnel, réduire les prescriptions inutiles voire dangereuses et réduire de 30% les hospitalisations. L'ancien hôpital de Liverpool construit à la fin des années 70 offrait 800 lits. Le nouvel hôpital n'offrira que 400 lits. Le nouvel hôpital est conçu pour les soins urgents et les soins spécialisés. Le but est de faire en sorte que les patients n'aient pas à y rester plus de 4 ou 5 jours maximum, après lesquels ils sont renvoyés chez eux ou dans des structures intermédiaires. Nous parvenons de plus en plus à traiter les patients en dehors de l'hôpital, grâce au numérique, aux nouvelles technologies et modes de communication. Réorganiser les réseaux hospitaliers autour d'hôpitaux spécialisés, un choix d'avenir? Au centre universitaire hospitalier de Hambourg, la Martini Clinic est devenu le modèle européen de ces nouveaux hôpitaux. Il est le premier à avoir poussé la logique de la spécialisation. Il ne se consacre qu'à une seule et unique maladie, le cancer de la prostate. Initié par le professeur Huland, il regroupe sous un même toit tout ce qui concerne le traitement de ce cancer, le plus fréquent chez l'homme. En 10 ans, l'hôpital est devenu le leader mondial. Mit einem lokalisierten Prostatakarzinom, sein PSA-Wert ist noch unter 10, er hat aber schon aggressive Anteile, Gleason 4+3. Es geht die Kapselpenetration, Rektum, Lymphknoten, Schließmuskel. En moyenne, 7 opérations par jour, 2200 par an. Une hyperspécialisation qui apporte aux chirurgiens une pratique et une maîtrise de tous les gestes de cette opération très délicate. Résultat, une diminution des handicaps post-opératoires et de la durée des hospitalisations à seulement 2 ou 3 jours. Je ne pense pas que cela soit une solution pour traiter toutes les maladies. D'après mon expérience, c'est surtout utile pour des maladies fréquentes et complexes, comme la chirurgie rachidienne ou cardiaque. Il serait judicieux de se poser la question de l'utilité de la création d'hôpitaux spécialisés pour toutes les maladies complexes. Allemagne, Angleterre, France, Suède. Un parcours possible du patient du XXIe siècle se dessine déjà. Le parcours de soins du futur pourrait donc ressembler à ça. Lorsque le patient tombera malade, comme il le fait déjà en Suède, il commencera par ouvrir son ordinateur, consulter le site de premier diagnostic, remplir un questionnaire et suivre ses premières indications avant d'appeler la maison de santé auquel il est attaché. Maladie chronique oblige, le médecin généraliste sera le pivot du système. C'est lui qui suivra le malade et qui l'accompagnera si nécessaire, y compris dans ses hospitalisations. Le patient ne paiera plus son médecin à l'acte, mais il bénéficiera d'un forfait annuel pour l'ensemble de ses traitements. Comme le médecin, le patient pourra consulter à tout moment son dossier médical informatisé. Ces données seront, si nécessaire, rendues disponibles aux hôpitaux et à tout autre acteur de santé. Les hôpitaux seront réservés aux urgences et aux maladies graves. Ils seront organisés en réseau interconnecté. Les hôpitaux de région seront en télécommunication au niveau régional avec les hôpitaux spécialisés, voire au niveau national et européen avec les hôpitaux hyperspécialisés. Les durées des hospitalisations seront réduites au maximum, au bénéfice des soins ambulatoires à domicile. En Suède, on pousse la logique ambulatoire encore plus loin. Plus de 3/4 des gens meurent à la maison, alors qu'en France, 3/4 meurent à l'hôpital. Hôpital d'Angered à Göteborg. À 17h, comme chaque jour, il ferme. La nuit, l'hôpital est vide. C'est un hôpital sans lit. Il a été conçu pour permettre aux malades chroniques de vivre aussi longtemps que possible chez eux, autonomes et en bonne santé.
En Suède, nous gagnons des années de vie en bonne santé. Nous sommes sortis des vieux principes de soins. Vous êtes malade, vous êtes hospitalisé, on vous soigne, vous partez. On traite les maladies chroniques dans leur durée, sur de très longues périodes. J'aimerais voir le principe IKEA s'appliquer à la santé. Les systèmes de soins fournissent les pièces détachées et c'est à chacun de les assembler. Mais pour cela, il faut bien sûr que nous apprenions à le faire en tant que patients. C'est un changement total de comportement qui ne peut plus se résumer à « je viens, je me livre et quelqu'un me répare ». Non loin de là, dans ce service de l'hôpital de Jönköping, les infirmières apprennent aux personnes atteintes d'insuffisance rénale à faire eux-mêmes leur dialyse, une opération médicale particulièrement délicate et dangereuse. Ils peuvent venir à l'heure qu'ils veulent et, comme Andreas, réaliser seuls l'intégralité de la dialyse. L'infirmière devient coach, le patient acteur de ses soins. Nous avons réalisé de grandes avancées en ce qui concerne l'indépendance des patients et nous avons aussi de très bons résultats d'un point de vue économique. Nous avons réduit les besoins en personnel soignant tout en améliorant la sécurité des patients. Nous n'avons plus d'infection nosocomiale. De plus, les patients dépendaient de pensions et d'allocations. Ils ont désormais la possibilité de continuer à travailler. Ils maintiennent ainsi leur salaire et ne vivent plus de l'argent public. Cela permet aux patients d'avoir une meilleure estime d'eux-mêmes. Les patients ne sont pas la maladie, ils ont une maladie et ils ont aussi une santé. On a trop souvent l'habitude de faire passer la maladie au premier plan. Mais nous devons changer cette attitude si nous voulons que les patients puissent continuer à mener une vie parallèlement aux soins. Je pense que la danse m'a permis de me rappeler que j'étais vivante. Il y a quelque chose de l'ordre de l'instant, de l'immédiateté en fait, dans les sensations. Et je pense qu'à partir du moment où il y a du mouvement, il y a de la vie quelque part. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et ça m'a permis de me rappeler ça à chaque fois, en fait, que j'avais des... Peu importe les moments, en fait, d'ailleurs, qu'ils soient positifs ou négatifs, ça m'a accompagnée dans ce sens-là. Les personnes qui sont les plus actives dans le processus de leur guérison sont des hommes ou des femmes qui sont conscients de leur présence au monde, de leur présence physique au monde. Ils savent qu'ils ne sont pas autre chose que leur corps, et donc leur corps c'est eux-mêmes. Donc ils ne peuvent pas déléguer aux médecins des traitements qui concerneraient leur corps et qu'ils prendraient comme à distance. Non, ils doivent être les artisans de leur guérison parce que c'est leur corps qui est en jeu et qu'ils ne sont pas autre chose que leur corps. Peut-on apprendre à vivre avec sa maladie, devenir acteur de ses traitements et de sa guérison, gérer sa vie malgré ses pathologies, même lourdes? Depuis 2009, c'est possible à la faculté de médecine Pierre et Marie Curie, où on peut s'inscrire à l'université des patients pour suivre un cursus de 120 heures et acquérir un diplôme d'éducation thérapeutique. Les étudiants sont en majorité des patients et des soignants. Aujourd'hui, l'Université des patients organise un séminaire pour des personnes souffrant du syndrome du grêle-court, une maladie chronique rare, particulièrement handicapante et difficile à vivre. Moi, c'est Justin, j'ai 21 ans. En fait, j'ai commencé à... Je mangeais normalement, mais je sentais que j'étais très fatigué et j'avais des diarrhées sanglantes. De là, j'ai fait 2 semaines en clinique où ils ont essayé des traitements que eux ils avaient, mais aucun résultat. Donc obligé de me passer en hôpital. Et au bout de quelques semaines, ils m'ont dit, bon ben, va falloir opérer.
L'opération se passe, je ressors, je me réveille tranquillement. Pendant ce temps-là, j'ai eu une artère fémorale qui s'est bouchée. Ils n'ont pas eu trop le choix de me couper la jambe. Donc je me réveille, j'ai une jambe en moins, chose que je ne pouvais pas trop comprendre à ce moment-là parce que j'étais en train de planer, quoi. Et j'ai aussi une poche que j'avais déjà avant, mais ce coup-là, on me dit tu l'auras, mais tout le temps. Et là, c'est le moment où on comprend que la vie est complètement partie à côté de ce qui était prévu. Ouais, c'était très compliqué. Et du coup, mon docteur m'a parlé de cette formation et moi, je voulais venir pour partager, apprendre des autres. Parce que moi, ça fait que 3 ans, donc c'est assez récent. Et je comprends pas encore tout parfaitement. Et voilà quoi. Moi, mon histoire a commencé à l'âge de 19 ans. En se rencontrant, ils peuvent échanger leurs expériences, comme ici pour la première fois, apprendre des autres et rompre avec la solitude dans laquelle la maladie peut les avoir plongés. Donc, il m'a perforé. Il y a 17 millions de malades chroniques et la société est totalement organisée pour les personnes en bonne santé. Les crédits, l'école, la formation, le travail, tout est organisé pour les personnes en bonne santé. Et pour moi, c'est scandaleux. Parce que vivant depuis 30 ans, travaillant avec des malades chroniques de toute maladie, tous les jours, j'entends qu'ils sont exclus. Ils sont disqualifiés. Oui, c'est extrêmement grave. C'est, à mon avis, un apartheid sanitaire total. Mais personne ne veut le voir. C'est les malades dans un coin, et puis la société valide qui continue à se débrouiller, quoi. Alors, est-ce que tu veux exposer ton travail sur les thérapeutiques? Parce que c'est vraiment là où tu as une force de conviction. Alors, je me suis dit qu'en tant que menuisier, ce serait dommage de finir entre 4 planches. C'est son engagement face à l'épidémie du sida qui motiva Catherine Tourette-Turgis à fonder cette université des patients. Comme Xavier Récoquet, lui-même malade du sida, elle fait partie de ces pionniers qui, au sein de AID et ACT UP, ont, de San Francisco à Paris, organisé les collectifs de malades pour partager, se soutenir et dénoncer leur mise à l'écart de la société. Des associations de malades qui ont participé à la découverte des trithérapies, les traitements qui ont fait du sida une maladie chronique. Le système de santé, dans la maladie chronique, doit être capable d'apprendre aux malades à soigner, avec des progrès qui sont permanents, hein, à chaque fois il y a de nouveaux médicaments, etc. Et puis, être capable d'aider le patient à un processus de résilience. Et dans cette aide à ce processus de résilience, alors, bien sûr des médecins, bien sûr des infirmières, d'autres patients. Ils sont malades dans cela, dans le sida, ça a été un point majeur. Hein. Les patients ont leur place à jouer dans ce processus de résilience. Alors, un message qui a toujours passé ACT UP, les Américains, c'était « savoir égale pouvoir ». Je connais tout un ensemble de données sur ma vie et la vie avec les médicaments, sur l'organisation du système de soins, qui fait qu'on vient me consulter parce que tout le monde ne sait pas tout, moi non plus j'ai pas tout, donc j'ai envie de discuter avec toi parce que tu vas m'apprendre quelque chose, etc. Donc, l'objectif du séminaire, donner aux malades du syndrome du grêle-court les outils pour s'organiser à leur tour en réseau afin de mettre leurs expériences au service des autres malades et de devenir des interlocuteurs reconnus dans la recherche médicale comme dans la réorganisation des systèmes de santé. Et je peux vous dire, mettre les pièces du puzzle les unes après les autres. Comme tout modèle est déjà bien installé et tout, mais c'est vrai que là, nous, on a la chance d'avoir rien de fait. Donc, on a la chance d'avoir tout à faire. C'est super. Voilà, c'est génial. Hein, et prendre des exemples sur les autres. La maladie, c'est un épisode autobiographique. On se repositionne quand on est malade. On s'invente. On invente la vie qui va avec, oui, c'est vrai. Mais on invente aussi le travail qui va avec, la productivité qui va avec. Donc, parce que la véritable révolution de demain, c'est pas de dire, faire, bloquer. C'est de laisser être. Laisser les malades, les autoriser à se développer comme ils l'entendent. La maladie, c'est pas un arrêt dans le développement. C'est un bouleversement dans le développement personnel de la personne. C'est pas un arrêt.
Le médecin gère une maladie dont les patients ne sont que le support. Il ne les connaît pas. Ils ne sont qu'un genre de livre dans lequel il lit les signes de la maladie. Donc, les patients ne sont que des porteurs de maladie. Voilà. Alors, cette idée-là, vous diriez au fond, elle est un peu choquante, mais si je suis opéré, voilà, je confie mon corps, je suis sous anesthésie, qu'il fasse son job et qu'il me rende mon corps en état. Bon, hein. Mais dans la maladie chronique, c'est stupide. Le modèle de médecine, c'est pas la médecine industrielle, c'est la médecine intégrée, qui est à la fois biomédicale, pédagogique, psychologique, sociale, et elle se fait en équipe, avec des gens qui se connaissent, qui connaissent le travail de l'autre. C'est en Allemagne que nous allons à la rencontre de la médecine intégrative, cette nouvelle forme de pratique médicale qui prend en compte la personne autant que sa maladie, le corps autant que l'esprit. D'abord à l'hôpital universitaire de Essen qui héberge le centre des migraines, un des premiers centres de médecine intégrée d'Europe. Il ne traite que des maux de tête dont souffrent 3% d'Européens. La migraine provoque, avec le mal de dos, des records d'absentéisme au travail. Les patients viennent de toute l'Allemagne, de 5 000 à 6 000 par an, qui souffrent souvent depuis des années. La première journée, ils sont reçus par tous les spécialistes, du médecin au psychologue. Kopfschmerzen habe, sehr oft Kopfschmerzen habe und die auch oft sehr stark sind. Stressspitzen vermeiden, das heißt, auch wenn es in der Arbeit oder bei der Arbeit stressig ist. La médecine intégrative est une nouvelle façon de traiter les maladies chroniques. L'intégration des soins se fait sur un plan horizontal. Plusieurs disciplines prennent soin d'un patient en même temps. Cela s'applique parfaitement à la migraine. Pour le mal de tête, il y a des neurologues, des psychologues comportementaux, des physiothérapeutes et des thérapeutes du sport. Tous voient le patient, l'évaluent, conçoivent et déterminent ensemble une approche et un traitement. Les chances de réussite sont beaucoup plus importantes que si le patient n'est vu que par un seul médecin ou par un seul spécialiste à la fois. Sur le plan vertical, ce sont toutes les institutions du système de santé qui doivent se coordonner et travailler ensemble. Le généraliste avec un centre de soins, comme le centre de migraine, et avec l'hôpital dans le cas de rares hospitalisations. Cette collaboration doit être continue et maintenue par tous, par les psychologues comme par les médecins. C'est là un des principes fondateurs de la médecine intégrative. Les résultats sont impressionnants. Les études démontrent que sur 58% des patients absents au travail plus de 6 jours par mois avant traitement, ils ne sont que 11% après leur prise en charge par le centre. Et cerise sur le gâteau, le prix du traitement d'un malade de migraine est de 30% moins élevé que la moyenne nationale. L'homme est un être qui se compose d'un corps et d'un esprit. Il faut traiter les deux à la fois, prendre en considération que beaucoup de malades chroniques ont aussi une maladie sous-jacente. Ils peuvent souffrir de dépression ou d'anxiété. Pour soigner le patient efficacement, nous devons donc déceler ces autres dysfonctionnements et les traiter en même temps. De par ma famille, culturellement, j'étais proche de l'Inde et toute la médecine traditionnelle indienne, etc. Donc du coup, j'ai décidé de compenser en fait ce que je pouvais recevoir médicalement en France par ce que je pourrais recevoir médicalement en Inde. Et je suis partie donc de ce protocole allopathique pour un protocole ayurvédique. Du coup, j'ai passé un mois dans un hôpital à Dehradun. J'avais très envie en fait de leur faire confiance et je crois que j'ai eu raison à ce moment-là. Ils ont une approche beaucoup plus globale, beaucoup plus. Ils ont une approche de l'individu en fait, dans la manière de traiter, de soigner les gens et de les traiter. Une approche physique aussi avec de la pratique de yoga, de méditation, de respiration. Enfin, il y a quelque chose de beaucoup plus. Ça circule en fait. Ça circule, c'est pas figé. Et c'est ça dont j'avais besoin, qui m'a fait du bien.
qu'il existe à travers le monde des milliers de manières d'interpréter le corps, des milliers de manières de le soigner ou de prévenir les maladies. Aucune société n'en a le monopole. L'efficacité de notre médecine ne doit pas nous aveugler sur tous ces manques, toutes ces insuffisances. Peut-être la question qui est la nôtre, c'est comment tenir d'une main cette technicité qui est la nôtre avec le relationnel, l'humain, la rencontre avec l'autre et l'usage de visions du corps qui sont beaucoup plus traditionnelles. Vielleicht magst du dir das Herz als ein kleines Kind in einer Badewanne mit warmem À Berlin, l'hôpital Immanuel associe à la médecine intégrative les pratiques de la médecine alternative. Naturopathie, médecine ayurvédique, jeûne, séances de méditation, yoga. Ces soins sont proposés aux malades atteints de diabète, d'arthrite, de cancer en post-chimiothérapie et à la plupart des malades chroniques. Un des principes de la médecine intégrative est de considérer sans a priori ce qui existe dans les différentes formes de médecine. La médecine technologique et allopathique, mais aussi toutes les autres formes, comme celles qui s'appuient sur la prévention. À chaque fois, nous devons y chercher les meilleurs résultats tout en veillant à la place centrale qu'occupe le malade. Il faut entendre le patient expliquer comment il voit son problème, où il le situe dans sa vie, quelle est son histoire. Puis prendre en considération tous ces éléments pour élaborer une thérapie intégrative, n'excluant a priori aucune combinaison. Und Herzschmerzen haben Sie keine? Also die Beine und die Hände auch, weil ja da ein Renault-Syndrom ist. Ach so, ja stimmt. Ist es heute jetzt stärker als sonst? Nee, ist eigentlich immer so. Also wechselt das auch gar nicht mehr so die Farbe? Doch, oder? das wechselt. Manchmal sehen sie auch ganz normal durchblutet aus. Aber jetzt ist ja schon... Ja. Na, im Fasten, ich fühle mich jetzt insgesamt besser, ja, und die Schmerzen haben schon nachgelassen. Die sind nicht völlig weg, aber es ist besser. Les nouvelles thérapies pour la gestion de la douleur coûtent entre 30 et 100 000 euros par an. Dans la médecine intégrative, les thérapies coûtent en moyenne entre 1 000 et 2 000 euros par an. Il serait idiot de ne pas financer et réaliser les études nécessaires pour vérifier scientifiquement l'efficacité de ces méthodes traditionnelles, afin de pouvoir déterminer si elles ne sont pas au moins aussi efficaces que des traitements beaucoup plus onéreux. Ici, il faut 6 mois voire 1 an pour obtenir une place. C'est le seul centre de soins à proposer un choix aussi important de médecines alternatives. Mais en Allemagne, il existe plus de 6 000 lieux où l'on pratique la médecine intégrative, fréquentée par 4 millions de patients. Le gouvernement investit depuis 2000 plus de 800 millions d'euros par an pour participer au remboursement de ces nouvelles thérapies. Des économies sur les médicaments et les traitements lourds qui aident déjà à sauver le système de santé allemand. La population est en demande. Nous aurions besoin d'unités intégrant les médecines alternatives dans toutes les villes. Nous sommes contents d'avoir un hôpital pilote ici, mais il serait bon que cela prenne aussi une envergure internationale. Il est dommage qu'en Italie, en France, en Scandinavie, il n'y ait pas encore de centre de soins comme le nôtre. Il faudrait que ça change. En rentrant en Inde, ça allait mieux. Ça allait mieux, je me suis remise à vivre normalement. J'ai continué à prendre des rendez-vous réguliers avec mon médecin de Montpellier à l'époque. Le traitement que j'ai reçu en Inde a permis de compenser ce que j'aurais dû recevoir avec cette greffe, du coup. La médecine ayurvédique est très forte aussi dans son domaine, mais je pense que là où j'en étais, il était question plutôt de confiance de moi à moi, en fait, dans la démarche que je faisais et de me sentir sereine par rapport à cette démarche.
Ce ne sont pas les habitants des pays qui dépensent le plus pour la santé qui vivent le plus longtemps. Les Américains consacrent 17% de leur produit intérieur brut aux dépenses de santé, un record mondial. Paradoxe, parmi les pays développés, ils détiennent une des plus faibles espérances de vie. Les Japonais y consacrent seulement 10%. Pourtant, ce sont eux qui détiennent le record mondial de l'espérance de vie et du nombre de centenaires. Une tradition culinaire plus saine, une culture qui valorise l'exercice physique, une autre relation au corps. Maître mot, la prévention. Prenons les AVC, les accidents vasculaires cérébraux. La minute d'occlusion d'une artère entraîne la perte de 2 millions de neurones. Chaque prise en charge est une course contre la montre. La télémédecine permet aujourd'hui d'intervenir rapidement dans les hôpitaux de province comme celui de Nevers. Grâce au progrès des traitements et de la chirurgie, on en meurt de moins en moins. Ah, le bras droit est maladroit. Voilà. Les séquelles sont moins fréquentes et moins lourdes et permettent de continuer à vivre longtemps. D'accord. Recommencer l'épreuve doigt-nez, parce que je trouve que le bras droit est maladroit. Devenu maladie de civilisation, il frappe 15 millions de personnes chaque année dans le monde. 150 000 personnes en France, un chiffre en constante augmentation, chez les jeunes aussi. Le nombre d'AVC va continuer d'augmenter, surtout en France, pour deux raisons. Premièrement, il y a le vieillissement de la population, et l'âge, effectivement, est un facteur de cause d'infarctus cérébral. On ne peut pas lutter contre ce facteur, malheureusement, pas encore. Donc c'est une augmentation incontournable. Mais la deuxième augmentation, celle-ci, elle nous intrigue, car il s'agit d'une augmentation du nombre d'AVC chez les jeunes, surtout chez les jeunes femmes, en dessous de 55 ans, et ceci pour plusieurs raisons. Et c'est encore le registre dijonais des AVC qui, sur 30 ans, a permis de voir qu'effectivement, cette classe d'âge était en danger vis-à-vis de l'AVC. On estime qu'effectivement, l'obésité, le tabac, l'usage du cannabis, l'hypertension artérielle négligée, l'association avec la contraception orale sur éventuellement une migraine, eh bien ces facteurs associés favorisent l'augmentation du nombre d'AVC chez les jeunes hommes, mais surtout les jeunes femmes de moins de 55 ans. Seule une prévention pratiquée en amont peut ralentir la progression des AVC, comme de la plupart des épidémies de maladies chroniques. Or, la France ne consacre que 3% du budget de la santé à la prévention. Et ce n'est que depuis 2004 que la prévention est une des missions de l'hôpital public. Ici, un cours de diététique à la Pitié-Salpêtrière pour les malades du diabète. Sujet du jour, apprendre à lire les étiquettes des emballages de produits alimentaires afin de contrôler et de réduire les apports en sucre et en graisse, les deux fléaux mortels de notre alimentation. Me donner la dénomination du produit et la quantité de glucides. Un enseignement particulièrement indispensable pour les malades du diabète, mais qui nous concerne tous. Je crois qu'il y a une compétition sur chaque fabricant pour écrire de plus en plus petit sur les étiquettes. C'est-à-dire que vous voyez tout ce qu'il y a comme information. Donc, le but de l'industriel, lui, c'est de vendre. Hein, donc on va vous mettre beaucoup d'informations. Voilà. Il y a toujours un décalage dans le temps entre l'industriel et sa publicité, et puis le message sanitaire ou éducationnel. Il va arriver très tard, et puis il ne sera pas entendu. Parce que moins fréquent, moins attractif, moins sexy sur les messages. Nos messages sanitaires sont trop tristounets, puis peu sexy, comme on dit, peu punchy. Alors qu'en face, ils savent faire. Ben, il faudrait que les messages sanitaires, et ça j'ai vu ça aux États-Unis, c'est des belles pépées, etc. On leur dit, il ne faudrait pas qu'elles deviennent une vieille mémé hémiplégique. Je trouve que c'est à la fois ludique, mais et ça passe. 3, 2, 1, go! All right! Keep it up! Let's go! You gotta keep up with the first lady! Michelle Obama s'était jetée corps et âme dans la prévention contre l'obésité et le surpoids, non pas pour faire la promotion politique de son mari, mais bien pour combattre la dramatique crise sanitaire qui concerne plus de 60% des Américains.
Hélas, nous suivons les États-Unis. La société se divise. D'un côté, un groupe qui adore l'exercice physique et qui en fait quasi religieusement, peut-être même un peu trop. Ils sont minces, en bonne santé et ne mangent que du céleri. Et de l'autre, il y a ceux qui n'en font pas assez. Et je pense que nous en voyons de plus en plus. La majorité des Anglais adultes est en surpoids ou obèses. 67% des hommes et 57% des femmes sont concernés. Les maladies de civilisation sont responsables du recul de l'espérance de vie aux États-Unis, mais aussi aujourd'hui en Europe. Aux États-Unis, elle diminue depuis 2014. En 2015, c'est la France qui connaît à son tour la première baisse de son espérance de vie depuis 50 ans. En Angleterre, Elsie Liverpool, le programme de réforme de la NHS, lance la première étape de sa campagne de prévention. Objectif, remettre les gens en marche. Grâce aux statistiques nationales, nous savons que marcher un peu plus, disons 4 ou 5 fois 30 minutes par semaine, améliore considérablement la condition physique et psychique. Ça diminue par exemple les risques de crise cardiaque et d'AVC. Ça améliore aussi la qualité du travail et la santé mentale. Tout cela contribue à améliorer l'économie et donc à mieux financer le système. Il ne s'agit pas simplement d'une vue de l'esprit, mais bien d'un immense défi à relever. La prévention devient une priorité au-delà du clivage médecine publique, médecine privée. En Allemagne, depuis 2000, les campagnes de prévention sont menées par le ministère de la Santé en collaboration avec le ministère de l'Éducation, du Travail et l'ensemble des partenaires sociaux. Et depuis 2004, une loi permet à des startups de santé de voir le jour, comme ici, au sud-ouest de l'Allemagne, où ce centre de santé coordonne la mise en place d'une médecine intégrative. Tout en fédérant les médecins généralistes de la région, il consacre une majeure partie de son activité à la prévention. Cours de cuisine pour les écoliers de la région pour les amener à manger des légumes. Médecine douce et séances quotidiennes de gymnastique pour les patients qui viennent parfois de subir de lourdes interventions, mais aussi pour les personnes qui veulent simplement se remettre à bouger. Des activités qui aident les 31 000 habitants de la région de Kinzigtal à mieux gérer leur santé. Nos chiffres montrent que les personnes qui se sont engagées dans notre programme ont gagné 1 an et demi d'espérance de vie en moyenne. C'est déjà 1000 ans de vie gagnés par l'ensemble de nos patients. L'assurance maladie y voit un autre point positif. Partout ailleurs, en Allemagne, les dépenses de santé ont augmenté, alors que chez nous, beaucoup moins que la moyenne nationale. La différence des dépenses atteint environ 7%. C'est un résultat positif particulièrement encourageant. Cette politique de prévention a permis à l'assurance maladie de réaliser en 2014 une économie de 4,6 millions d'euros. La moitié de cette somme sera reversée à la maison de santé de Kinzigtal afin qu'elle puisse continuer à participer au développement du système de santé de demain. Ce que nous devons comprendre et enseigner, c'est que nous portons tous la responsabilité de notre santé. Personne ne peut vous offrir un corps sain. Personne d'autre que vous-même ne peut vous garantir une bonne santé. La responsabilité de chacun est essentielle pour réduire le coût des systèmes de santé toujours plus complexes et les restituer à la population. Médecins, économistes et politiciens ne sont pas les seuls à devoir relever le défi des maladies chroniques avant qu'il ne soit trop tard. Sauver notre précieux système de santé, c'est permettre à tous les citoyens d'avoir accès aux soins.
Cette tâche invite chacun d'entre nous à devenir l'acteur de sa santé comme de sa vie. Voilà, c'est là les spectateurs. Je vais vous présenter tout le monde. Chaque mois, le professeur André Grimaldi organise au sein de l'hôpital un atelier d'une semaine qu'il nomme le Théâtre du Vivant. Avec son équipe de soins, il invite le metteur en scène Antonio Moravia et 3 acteurs de sa troupe à venir aider ces patients diabétiques à mettre en scène un texte qu'ils ont eux-mêmes écrit sur leur maladie. Des médicaments pour soigner, certes, mais pas sans les mots. Bon, on va commencer. Donc lui, il est peut-être comme ça ici, regarde son... Et lui, il est comment? Il est vif, je dirais, il est solaire. Quand il vous arrive une maladie chronique, on vous annonce 2 ruptures dans votre vie. On vous dit, ça ne sera jamais plus comme avant, et c'est pour toujours. Ce qui, pour chaque être humain, qui a tendance naturellement à se croire un peu éternel, tout d'un coup, vous dit, il y a un terme. Et il vous renvoie à tous vos deuils. Et quand un deuil n'a pas été fait, vous avez beaucoup de mal à faire un nouveau deuil. Si vous avez perdu un enfant, vous aurez beaucoup de mal à vous soigner. Et en même temps, on vous dit, désormais, vous serez différent des autres. Donc il faut qu'on voit un cheval, là. Non? Pas obligatoire. Oui, mais normalement, oui. On peut mettre peut-être une chaise à côté ou quelque chose Oui, qui mais c'est quoi l'idée? Que tu veux qu'il vienne en cheval? Non. Non? Non, pas forcément, non. En fait, il a fait une longue route. Le cheval est fatigué. Il n'en peut plus avancer. Donc, par conséquent, il est descendu pour soulager le cheval. Et ce cheval, c'est quoi? Ce cheval, c'est la vie. C'est la vie. La vie avec surtout tout ce qui est lourd à porter. Parce que le cheval, il n'y a pas que le cheval, il y a les bagages. Il y a... Le but n'est pas du tout de transformer les patients en artistes, c'est pas ça du tout. C'est leur permettre d'exprimer ce tyran secret qui fait souffrir, qui est là, qui permet pas de trouver une sérénité avec sa maladie, avec la vie, avec ses projets, quoi. Voilà. Donc c'est ça la prise en charge de la maladie chronique. Si on veut améliorer l'observance, si on veut aider réellement les gens. On est loin de la médecine industrielle. On est loin du tout médicament. On est dans le pouvoir se parler. Ça prend du temps. Vis l'instant présent, malgré le poids des bagages. Fais-toi léger, jusqu'à les oublier. Poursuis ta route. Mais comment abandonner ma monture? Ne l'abandonne pas. Marche à ses côtés. La vie ne s'arrête pas. Soi-même, on ne s'arrête pas, en fait. On est toujours en train de continuer à vivre, malgré tout, je crois. Et du coup, il y a quelque chose de beau à traverser dans tout ça. Finalement, je remercie, je ne sais pas qui je remercie, mais je remercie d'avoir traversé tout cet océan-là parce que ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui, ça m'a permis de me poser des questions qui m'ont permis de me construire en tant qu'individu à ce moment-là de ma vie. Et je pense que je serais passée à côté de beaucoup de choses et qui aujourd'hui me semblent trop importantes pour ne pas l'avoir vécu.